Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom La théorie des graphes. Aujourd'hui, nous aurons un petit rappel du cours précédent. Nous apprendrons également les graphes orientés. Nous aurons quelques exercices et nous apprendrons l'arbre et arborescence et également la graphe valuée, l'algorithme de Kruskal et enfin l'algorithme de Prime. Tout cela avec Dr. Gianni Selati, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Gian. Dr. Gian, la parole est à vous. Vous pouvez Merci. commencer votre formation. Ok, merci Dr Malak pour cette présentation. Donc, merci à vous tous, nos chers étudiants, pour nous rejoindre au cours de cette lecture numéro 4. Donc, on va poursuivre notre formation de théorie de graphes. Comme vous savez, c'est une formation en poursuite. Donc, c'est pour cela on va commencer par un petit rappel pour nous puissent donc comprendre les prochaines lectures. Donc, puis on va définir les graphes orientés. Je vous rappelle qu'on a déjà étudié les graphes non orientés et on a étudié tout ce que a une relation avec les graphes non orientés. Comme définition, comme théorème d'Euler, comme le degré, comme les types de graphes, etc., etc. On va les représentations matricielles. On va voir ceci aussi pour les graphes orientés et on va appliquer par des exercices. Puis, on va voir les arbres, un type de graphe. On a déjà défini un peu dans la lecture numéro 3 les arbres et on va voir les arbres et l'arborescence. Donc, dans cette catégorie des arbres, on va définir une autre catégorie de graphes, sont appelés les graphes valués et on va étudier l'arbre couvrant minimal. Pour déterminer une arbre couvrante minimale, on va étudier deux algorithmes, l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime. Donc, on va commencer par, avant de passer à la graphe orientée, je vous commence par un petit rappel oralement directement, même sans des slides. Donc, on a déjà fait les graphes non orientés. Ce sont des graphes construits par des sommets et des arêtes, les sommets liés entre eux par des arêtes. On a dit des graphes sont complets, sont connexes, complets lorsque tous les sommets sont deux à deux adjacents, connexes lorsqu'on peut aller d'une sommet à une autre en utilisant n'importe quel chemin. On a étudié le théorème d'Euler. L'autre séance, on a étudié l'algorithme de coloriage. Pourquoi on étudie les coloriages? On a déjà vu des exercices différents où on peut le résoudre en utilisant l'algorithme de coloriage de graphes. Même on ne peut pas le résoudre directement, mais en utilisant la théorie de graphes et le coloriage, ça devient très très simple et très facile à résoudre en utilisant par exemple le coloriage. Donc, à chaque lecture ou dans chaque lecture, on comprend bien que la théorie de graphes, elle est assez importante, non pas seulement comme une théorie, mais dans la résolution des problèmes différents et très, très, très variés, même dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, même dans votre vie générale, quotidienne, vous trouvez en face de problèmes qu'on peut le résoudre, qu'on ne peut pas le résoudre directement. Il paraît de la première lecture ou la première vision qu'ils sont difficiles. Donc, je ne peux pas les résoudre directement. Mais en utilisant les graphes et la théorie de graphes, quel que soit le coloriage ou la représentation de graphes ou n'importe, ou les théorèmes d'Euler, etc., il devient très, très simple à résoudre et même évident dans la résolution. Donc, ce qui montre en évidence que la théorie de graphes, elle est assez importante et a une très, très grande valeur. Donc, après avoir déjà étudié les graphes non orientés, dans tout ce qu'on a déjà rappelé, on va étudier maintenant les graphes orientés. On ne va pas étudier tout de nouveau, mais on va voir la différence et les choses qui sont différentes, on va les définir encore ensemble. Donc, en donnant un sens aux arêtes d'un graphe,
donc un sens aux arêtes d'un graphe, c'est-à-dire elles deviennent orientées. Donc, on obtient un digraphe ou graphe orienté. On appelle graphe orienté ou bien on peut l'appeler digraphe. Donc, le mot digraphe est la contradiction de l'expression anglaise directed graph. Donc, un digraphe fini, G, est défini par, comme toujours, V les sommets, E les arêtes. Donc, on va voir ici dans un graphe orienté, on appelle arc, est défini par l'ensemble fini V, V1, V2, Vn, dont les éléments sont appelés sommets. Donc, les V sont les sommets, et par l'ensemble fini E, E1, E2 jusqu'à EM, dont les éléments sont appelés des arcs. Donc, la différence dans les graphes non orientés, les graphes est définie par des sommets et des arêtes. Les arêtes qui relient deux sommets dans les graphes non orientés, il n'y a pas d'orientation, sont appelées arêtes. Pourtant, dans les graphes orientés, où il y a une direction, la relation entre une sommet et une autre, appelée un arc. Ce n'est pas une arête, c'est un arc. Donc, un arc E de l'ensemble grand E, donc l'ensemble des arcs, est défini par une paire ordonnée de sommets. Lorsque E égale à UV, on dit que l'arc E va à U. Donc, l'arc E va de U à V. Donc, ici, l'ordre dans l'écriture, il est très important parce que notre arc, il est orienté. Donc, on passe de U à V. Pourtant, dans les graphes non orientés, lorsque j'écris UV ou VU, c'est kiff-kiff parce que ce n'est pas orienté. Mais ici, dans l'orientation, où vous avez un graphe orienté, donc c'est très important de respecter l'ordre. Donc, E, UV, c'est-à-dire on passe de U à V. Donc, on dit aussi que U est l'extrémité initiale et V, c'est l'extrémité finale. Donc, ici, EU, c'est l'extrémité initiale et V, c'est l'extrémité finale. OK? De, bien sûr, E. Je vous rappelle qu'on a déjà vu dans les graphes non orientés le degré. On a le degré de sommet, donc le degré de sommet. Chaque sommet a un degré. Donc, le degré, c'est le nombre des arêtes sortantes ou entrantes, c'est kiff-kiff parce que notre graphe n'est pas orienté. Le nombre des arêtes sortantes de graphe ou entrantes de graphe, c'est kiff-kiff. OK? Dans le graphe non orienté. Pourtant, dans les graphes orientés, il y a une différence parce qu'il y a une orientation. On va voir cette petite différence. Donc, on va diviser le degré en deux catégories, des plus et des moins. Donc, soit V, un sommet d'un graphe orienté. On note D plus V, le degré extérieur de V. Le degré extérieur de sommet V. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre d'arcs ayant V comme extrémité initiale. Le nombre d'arcs ayant V, la sommet V, comme extrémité initiale. Pourtant, au contraire, on note D moins V, le degré intérieur de la sommet V. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre d'arcs ayant V comme extrémité finale. OK? Le nombre, maintenant, on définit le degré en total. Le degré en total, c'est D plus de V plus D moins de V. C'est-à-dire la somme de degré extérieur plus le degré intérieur. Donc, c'est le total de degrés. Par exemple, on a ces graphes-là. OK? Donc, quand vous voyez ce graphe, c'est un graphe, c'est un graphe orienté parce qu'il y a une orientation ici. Il y a une orientation. OK? Donc, ici, de 1, lorsque je définis cet arc, donc, je dis de 1 à 6, de 1 à 6. Cet arc de 1 à 2. Je ne peux pas dire de 2 à 1 parce qu'il n'existe pas de 2 à 1. OK? Donc, ici, l'orientation ou l'ordre, il est très important ici dans la représentation des arcs. Maintenant, pour le degré, le 2 plus et les 2 moins. Donc, le 2 plus et les 2 moins, ici, il y a
Donc, revenir à la définition. Donc, le D plus de V, non, le nombre d'arcs ayant V comme extrémité initiale. Donc, comme extrémité initiale. Donc, ici, le D plus de 1 comme extrémité initiale. Donc, ici, le D plus de 1, c'est 3. Les arcs sortant de 1. Donc, 1, 2, 3. Les arcs sortant de 6, D plus, c'est 1. Les arcs sortants de 5, c'est 0. Les arcs sortants de 4, c'est 0. Les arcs sortants de 3, c'est 1. OK? D'extrémité, le nombre d'arcs d'extrémité initiale. Pourtant, les D-, c'est le nombre d'arcs ayant V comme extrémité finale. Comme extrémité finale. Donc, ici, comme le 6 comme extrémité finale, c'est 1. Le degré de 6, c'est 1. Le D- de 6, c'est 1. Les D- de 1, c'est 0. Les D- de 2, c'est 2. 2 arcs ici. Les D- de 3, il n'y a pas aucun arc entrant à 3. Donc, c'est 0. Le degré de 4, 1, 2, 3, c'est 3. Pourtant, les D plus de 4, c'est 1. Les D-, de 5, c'est 2. Donc, les D+, c'est le nombre d'arcs sortantes et les D-, le nombre d'arcs entrantes. Les D+, le nombre d'arcs sortantes, ici sortantes, et les D+, le nombre d'arcs entrantes. OK? Et les degrés, en général, le degré total, c'est le nombre d'arcs entrantes plus le nombre d'arcs sortantes. Par exemple, ici, le degré les D plus de 4. D plus de 4, c'est 1. Les D moins de 4, c'est 3. Le degré de 4 en total, c'est 4. Il y a 3 arcs entrants et une arc sortante. Donc, le degré total de 4, c'est 4. OK? Donc, ceci, la notion de degré, juste la petite différence entre la notion de degré, entre le graphe orienté et les graphes non orientés. Dans le graphe non orienté, il n'y a pas de D+, et D-, il y a directement le degré total. Pourtant, dans le graphe orienté, l'orientation, elle est importante. C'est pour cela qu'on trouve le D+, et les D-. Maintenant, il y a une petite encore différence dans le schéma et les circuits. Si vous rappelez, dans les graphes non orientés, on appelle chaîne. Chaîne et cycle. Une chaîne, il y a une chaîne entre une sommet et une autre, c'est-à-dire le trajet qui nous permet d'aller d'une sommet 1, par exemple, à une sommet 6. C'est une chaîne dans un graphe non orienté. Un cycle dans un graphe non orienté, c'est de passer à 1 et revenir à 1. Dans un graphe non orienté, il n'y a pas d'orientation. Pourtant, dans un graphe orienté, on appelle un chemin et un circuit. Donc, on va les définir ensemble. Un chemin conduisant du sommet A au sommet B. Donc, un chemin, c'est comme dans le graphe non orienté et une chaîne. Donc, un chemin, c'est-à-dire on passe d'un sommet et on arrive à une autre sommet différent. Donc, un chemin conduisant du sommet A au sommet B est une suite ayant pour éléments alternativement des sommets et des arcs. Il y a des sommets et des arcs. On passe par une sommet et on commence par une sommet et on arrive à une autre sommet en passant par des autres sommets et des arcs. C'est-à-dire lorsqu'on dit arc dans un graphe orienté. Donc, commençons et se terminons par un sommet et tel que chaque arc est encadré à gauche par son sommet origine et à droite par son sommet destination. Donc, on ne peut donc pas prendre les arcs à rebut, donc sur le dit graphe, c'est-à-dire graphe orienté. Si après, on peut voir, par exemple, des schémas, on va le voir. Ou on peut aussi rentrer à ce graphe-là. Donc, est-ce qu'on peut déterminer, par exemple, un chemin de 1 à 3.
est-ce qu'on peut déterminer un chemin de 1 à 3? Je peux aller de 1 à 6, puis de 1 à 2, puis de 2 à 4, mais de 4 à 3, je ne peux pas. Il n'y a pas aucun sommet passe à 3. Donc, je ne peux pas déterminer un chemin de 1 à 3. Par exemple, est-ce que je peux déterminer un chemin de 1 à 4? De 1 à 4, il y a directement. De 1 à 2, il y a directement. Donc, de 4 à 1, non, il n'y a pas de 4 à 1. Il n'y a pas un chemin de 4 à 1. OK. On va voir un autre exemple ici. Cet exemple-là. Donc, on veut déterminer un chemin de V3 à V1. OK? De V3 à V1. Où est V3? C'est ici V3. De V3 à V1. Ou bien, on peut passer directement par l'arc E3, de V3 à V1. Ou bien, on peut passer de V3 à V2 par l'arc E2. Puis de V2 à V1 par l'arc E2. OK? Donc, c'est ce qui est déjà écrit ici. De V3 à V2 par l'arc E2 et de V2 à V1 par l'arc E1. On peut chercher s'il y a d'autres chemins. Par exemple, pour arriver à V5, il n'y a pas aucune arc entrante à V5. C'est-à-dire, il n'y a pas aucun chemin pour aller de n'importe quel sommet à V5 parce qu'il n'y a pas aucun arc entrant à V5. Lorsque je dis je peux passer de V3 à V1 dans un graphe orienté par l'arc E2 puis par l'arc E1, je ne peux pas dire je peux aller de même de V1 à V3 parce que notre graphe est orienté ici. Par exemple, de V1 à V3, je peux passer de V1 à V3 parce que de V1, il n'y a pas une arc que je peux passer, il n'y a pas une arc sortante ici. Tous les arcs sont entrantes. Donc, c'est totalement différent. Dans les arcs orientés, non orientés, comme on a vu déjà dans les premières lectures, dans les arcs dans les graphes non orientés. Comme je peux dire, je peux aller de V3 à V1 comme de V1 à V3 parce qu'il n'y a pas une orientation. Pourtant, dans les graphes orientés, je ne peux pas dire que je peux aller toujours de V3 à V1. De même, je peux aller de V1 à V3 parce qu'il y a une orientation. Et ceci, il est totalement différent. Maintenant, on va définir une autre chose, c'est la distance. On appelle maintenant distance entre deux sommets d'un graphe orienté, c'est-à-dire d'un digraphe. C'est la longueur de plus petit chemin le reliant. La distance entre deux sommets dans un graphe orienté, c'est les plus petits chemins, le plus petit chemin qui relie ces deux sommets. Donc, le longueur de plus petit chemin, c'est-à-dire quoi le longueur? C'est-à-dire le nombre des arcs constituant ce chemin. Donc, s'il n'existe pas de chemin entre deux sommets X et Y, on pose que la distance entre X et Y égale l'infini. L'infini, c'est-à-dire égal à 0, c'est-à-dire il n'existe pas un chemin, on écrit infini, c'est-à-dire il n'existe pas un chemin qui prendre de X à 3, à Y. Il n'existe aucun chemin de X à Y. Par exemple, si le digraphe ci-dessous des V5 à V4 égale à 2, donc de V5 à V4, donc je reviens ici, de V5 à V4, donc pour aller de V5 à V4, je peux aller à V3, puis de V3 à V4. Donc, combien d'arêtes ici? Il y a deux arêtes qui constituent ce chemin-là. Deux arcs, pardon, parce que c'est un graphe orienté. Deux arcs qui constituent ce chemin-là de V5 à V4. Comment je peux aller de V5 à V4? Je répète. Donc, de V5 à V3 par l'arc E5, puis de V4 à V3 à V4 par l'arc E4. Donc, le nombre des arcs ici égale à 2. C'est pour cela ici, j'écris la distance entre V5 à V4, il y a 2. S'il existe un chemin direct de V5 à V4, par exemple, s'il existe ici une arc entre V5 et V4 direct, donc j'écris 1.
parce qu'on a dit le minimum. Mais ici, il n'existe pas. Donc, on a dit la distance entre deux sommets d'un digraphe, la longueur la plus petite de plus petit chemin qui le relie. OK? Par exemple, de V4 à V5, il n'existe pas, c'est l'infini. Des V3 à V1, de V3 à V1, je reviens ici de V3 à V1. De V3 à V1, il y a un chemin direct de V3 à V1, c'est une arc directe par l'arc E3, donc c'est la longueur 1. Pourtant, je peux aller de V3 à V1 par V2, par intermédiaire du sommet V2. Donc, de V3 à V2, de V2 à V1, c'est la distance ici égale à 2. Pourtant, la distance égale à 2, et pourtant, j'ai un chemin direct de V3 à V1 de distance 1. Donc, j'écris directement que la distance entre V3 et V1 égale à 1 parce qu'on prit le minimum de distance, ok? Le minimum de longueur de chemin. Donc, c'est pour cela, ici, vous trouvez, pourtant, on a une longueur de V3 à V1, 1, une longueur aussi, un autre chemin de V3 à V1 égale à 2, mais la distance qu'on le prit, c'est égal à 1. En passant par maintenant cela pour le chemin. Donc, le chemin, toujours, je fais la comparaison entre un graphe orienté et un graphe non orienté. Dans les graphes non orientés, on appelle chaîne. Dans le graphe orienté, on appelle chemin. Graphe non orienté, chaîne. Graphe orienté ou digraphe, chemin. Maintenant, en passant au circuit. Donc, un circuit, c'est un chemin dont les sommets de départ et de fin sont le même. Donc, on commence par une sommet et on arrive à la même sommet. Ceci dans un graphe orienté appelé un circuit. Je vous rappelle que dans un graphe non orienté, on appelle ceci, on a déjà appelé cycle. Un cycle dans un graphe non orienté, on commence par une sommet, on arrive à la même sommet. Pourtant, dans un graphe digraphe ou dans un graphe orienté, on appelle c'est un circuit. Donc, un circuit, c'est un chemin dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes. Le digraphe ci-dessus ne contient pas aucun circuit. Donc, je ne peux pas aller de V1 et arriver à V1 encore parce qu'il n'y a pas une sommet entrante à V1. Il y a sortante. Pour aller à V1 et arriver à V1, il faut qu'il y ait deux sommets sortantes et entrantes. Pourtant, ici, il y a des sommets entrantes. À V5, il y a seulement des arcs sortantes, il n'y a pas d'entrantes. De même, dans V4, il y a seulement entrantes. De V3, OK, il y a une sommet entrante et une sommet sortante. Mais, donc, si je sors de V4, je ne peux pas aller à une autre sommet. OK? Je ne peux pas aller à V4, à V5 par exemple et revenir à V3. S'il y a une arête ou une arc entre V4 et V5, donc je peux aller de V3 à V4, de V4 à V5 et à V5 à V3. Mais il n'y a pas ici une arc entre V4 et V5. De même pour les autres sommets. Donc ici, par exemple, V2. V2, il y a une sommet en sortante et une sommet entrante. Par exemple, si je sors de V2 à V1, mais je ne peux pas aller de V1 à une autre sommet parce qu'il n'y a pas de sommet sortant. Donc, c'est pour cela que ce graphe-là ne contient aucun circuit. Donc, ici, les notions de chemin et de circuit sont analogues à celles de chaîne et de cycle pour le graphe non orienté, comme on a indiqué tout à l'heure. Donc, pour le graphe non orienté, on appelle une chaîne. Pour le graphe orienté, on appelle chemin. Pour le graphe non orienté, on appelle cycle. Pour le graphe orienté, on appelle circuit. OK? Ce sont juste des appellations. Maintenant, il y a aussi la notion de connexité et la notion de fortement connexe. On va pour le graphe orienté ou pour le, si on dit digraphe, c'est-à-dire on appelle les digraphes sont les graphes orientés. Donc, on va définir la notion de fortement connexe pour les digraphes. Donc, un digraphe est fortement connexe si tout paire ordonné A à B de sommets distincts du graphe est relié par au moins un chemin.
au moins il existe un chemin entre deux sommets, c'est-à-dire ceci, on appelle le digraphe est fortement connexe. Je répète, un digraphe est fortement connexe si tout pair ordonné, tout pair, AB, tous deux sommets distincts de graphe est relié par au moins un chemin. Tout paire de sommets, on peut trouver un chemin entre deux sommets distincts. En d'autres termes, tout sommet est atteignable depuis tous les autres sommets par au moins un chemin. Ceci, donc dans les graphes non orientés, on appelle directement un graphe connexe. Pour le graphe orienté ou pour les digraphes, on appelle fortement connexe. OK? Donc, ceci est juste la définition. Bon, je vous rappelle, pour le graphe non orienté, on a dit on peut aller de n'importe quel sommet à un autre sommet par une chaîne. Il existe une chaîne entre tout paire de sommets. Donc, aller de A à B ou de B à A, c'est kiff-kiff parce que le graphe n'est pas orienté. Pourtant, pour le graphe orienté, on n'appelle pas connexe parce qu'il est plus fort. On appelle fortement connexe parce qu'on peut aller de A à B, par exemple, mais on ne peut pas parfois de revenir de B à A parce que notre graphe est orienté. Donc, un graphe est fortement connexe s'il existe un chemin, dans le graphe orienté, on appelle chemin, un chemin entre tout paire de sommets. Maintenant, on appelle une autre notion, c'est la composante fortement connexe. On appelle composante fortement connexe tout sous-graphe maintenant induit maximal fortement connexe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maximal signifie qu'il n'y a pas de sous-graphe induit connexe plus grand contenant le sommet de la composante. Et cette notion, elle est semblable à la notion de composante connexe dans le graphe non orienté. Dans le graphe non orienté, on appelle composante connexe et dans le graphe orienté, on appelle composante fortement connexe. Arrivons maintenant à la représentation non graphique de graphes orientés ou des digraphes. Déjà, la séance précédente, ou la lecture numéro 3, on a déjà vu la représentation matricielle de graphes non orientés par une représentation non graphique, une représentation matricielle. Maintenant, on va voir la différence entre la représentation matricielle pour le graphe non orienté et pour le digraphe, c'est-à-dire pour le graphe orienté. Comme la représentation, comme on a vu dans le graphe non orienté, il a la matrice d'adjacence. Donc, on peut représenter un digraphe par une matrice d'adjacence. C'est une matrice d'ordre n croix m. C'est un tableau de n lignes et m colonnes, IJ, désigne l'intersection de la ligne I et de la colonne J. Dans une matrice d'adjacence, les lignes et les colonnes représentent les sommets du graphe. Donc, 1 à la position IJ signifie qu'un arc part de I pour rejoindre J. Pourtant, par exemple, de J à 1, il n'existe pas. Donc, c'est pas, si vous vous rappelez, on a dit pour la matrice d'adjacence pour le graphe non orienté, c'est une matrice symétrique. Parce que le graphe, il n'y a pas dans le graphe non orienté, il n'y a pas d'orientation. Comme je peux aller de 1 à 3, je peux revenir de 3 à 1 dans le graphe non orienté. C'est pour cela, notre matrice, systématiquement, c'est une matrice symétrique. Pourtant, dans le graphe non orienté, dans les digraphes, c'est un graphe orienté. Donc, je peux aller de 1 à 3, par exemple, OK? Mais il y a une relation directe entre 1 à 3. Un arc, initialement, commence de 1 et termine à 3. Mais il n'y a pas un arc initial de 3 à 1. Donc, c'est pour cela, de 1 à 3, il y a un 1. De 3 à 1, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas un 1 de 3 à 1. Donc, notre matrice systématiquement n'est pas une matrice symétrique, n'est pas forcément une matrice symétrique. On va prendre cet exemple-là pour mieux comprendre. Voici un graphe ici orienté, un digraphe ici. Donc, ici, les sommets, comme on a vu déjà dans l'ordre.
1, 2, c'est la somme est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 sommets. De même, dans le ligne, la somme est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, est-ce qu'il y a un boucle de 1 à 1? Non, c'est 0. Donc, de 1 à 2, est-ce qu'il y a un arc? Commence. Donc, ici, comment je peux relier? De 1 à 2. Donc, ligne, colonne. Ligne, colonne. Comment je lis la matrice? Ligne, puis colonne. De 1, passons à 2. Est-ce qu'il y a un arc qui commence de 1, passons à 2? Oui, il y a un arc. C'est pour cela qu'on trouve 1 ici. Maintenant, de 1 à 3, est-ce qu'il y a un arc de 1 à 3? Non, c'est 0. De 1 à 4, est-ce qu'il y a un arc de 1 termine à 4? Oui, ici, c'est 1. Est-ce qu'il y a un arc de 1 à 5? Non, c'est 0. De 1 à 6, oui, c'est 1. Maintenant, de 2, de ligne puis colonne, de 2 à 1. Est-ce qu'il y a un arc de 2 à 1? Non, il n'y a pas un arc de 2 à 1. Il y a un arc de 1 à 2, mais il n'y a pas un arc de 2 à 1 parce que l'orientation, elle est importante ici. De 2 à 1, non. C'est pour cela vous trouvez 0 ici. De 2 à 2, c'est 0. De 2 à 3, non, c'est 0. De 2 à 4, il y a, oui, un arc de 2 à 4, voilà. Donc, c'est pour cela 1. De 2 à 5, oui, donc 1. De 2 à 6, il n'y a pas de 2 à 6. C'est 0. Il y a de 6 à 2, mais de 2 à 6, il n'y a pas, c'est 0. Maintenant, toujours, je lis ligne colonne. Donc, de la ligne 3, donc de 3 à 1. Est-ce qu'il y a de 3 à 1? Non, c'est 0. De 3 à 2, c'est 0. De 3 à 3, c'est 0. De 3 à 4, oui, c'est 1. De 3 à 5, c'est 0. Et de 3 à 6, c'est 0. De 4 maintenant. De 4 à 1. De 4 à 1, il n'y a pas aucun, de 4 à 1, 0. De 4 à, il n'y a pas aucun arc sortante, sauf pour le 5. Donc, de 4 à 5, c'est 1. Les autres sont 0. Maintenant, pour le 5. Pour le 5, il n'y a aucun arc sortant de 5. De 5 à 1, non. De 5 à 2, non. De 5 à 4, non. De 5 à 3, non. De 5 à 6, non. C'est pour cela toute cette ligne égale à 0. Maintenant, de 6, il y a juste pour une arc sortante de 6 à 2. Donc, juste de 6 à 2, il y a un 1. Tous les autres sont des 0 parce que de 6 à 1, c'est 0. De 6 à 3, 0. De 6 à 4, 0. De 6 à 5, c'est 0. Donc, ceci est la différence entre la matrice d'adjacence pour le graphe non orienté et pour le graphe ici orienté. Donc, comme vous voyez ici, notre matrice n'est pas symétrique comme les graphes non orientés. Donc, il y a un arc de 1 à 2, pourtant de 2 à 1, il n'y a pas. Ici 1, ici n'est pas 1, c'est 0. Donc, notre matrice n'est pas symétrique parce que notre graphe est orienté ici. Donc, on va dire ses caractérisations. Donc, cette matrice a plusieurs caractéristiques. Donc, elle est carrée. Il y a autant de lignes que de colonnes. Donc, c'est une matrice, toujours, c'est une matrice carrée. Donc, il n'y a pas de zéros sur la diagonale. Donc, un 1 sur la diagonale indiquant une boucle. Si vous avez des boucles ici, si vous avez des boucles, vous trouvez 1 sur la diagonale. Donc, notre graphe, il n'y a pas aucun boucle ici. Donc, aucun 1 ici. Vous n'avez pas, donc toute la diagonale, c'est 0. Donc, ceci pour le diagonal. Contrairement, comme on a dit, contrairement à celle d'un graphe non orienté, cette matrice n'est pas symétrique. Comme on a dit ici, notre matrice n'est pas symétrique. Il y a un arc de 1 à 2, c'est 1, mais il n'y a pas un arc de 2 à 1, c'est 0 ici. Donc, notre matrice n'est pas symétrique, contrairement au graphe non orienté. Donc, une fois que l'on fixe l'ordre des sommets, il existe une matrice d'adjacence unique par chaque digraphe. Donc, comme dans le graphe non orienté, donc la matrice, elle est si on fixe, donc la matrice, l'ordre des sommets, bien sûr, la matrice, elle est unique. Donc, la représentation matricielle, elle est unique si, bien sûr, on fixe l'ordre des sommets. Donc, celle-ci n'est la matrice d'adjacence d'aucun autre digraphe. Donc, c'est une matrice unique de ce graphe-là. OK? Donc, ceci pour la matrice d'adjacence. Il y a une autre représentation, comme on a déjà vu,
pour les graphes non orientés, c'est la liste d'adjacence. Donc, et aussi, il y a une représentation par liste. On peut aussi représenter un digraphe en donnant par chacun de ces sommets la liste de sommets qu'on peut atteindre directement en suivant un arc dans le sens de la flèche. Donc, comme exemple ici, par exemple de 1, donc dans la sommet 1, donc il y a de 1 à 2, il y a de 1 à 4 et il y a de 1 à 6. Donc, il faut respecter l'orientation. Donc, OK, il y a, par exemple, pour 2, voilà, pour 2, il y a seulement de 2 à 4. De 2 à 4 et de 2 à 5. Voilà, je n'ai pas vu celle-là. Donc, de 2 à 4 et de 2 à 5. Voilà, ici la liste. Pourtant, je ne crée pas de 2 à 6 parce qu'il n'y a pas de 2 à 6. Il y a de 6 à 2, mais il n'y a pas de 2 à 6. C'est pour cela, ici, vous trouvez la liste 4, 5. De 2 à 4, donc, et de 2 à 5. C'est pour cela, vous trouvez la liste 4, 5. 3, il y a seulement à 4. De 4, donc, comme vous voyez ici, de 4, il y a seulement à 5. Je ne crée pas 1, 2 et 3 parce qu'il n'y a pas une arc de 4 à 1. Il y a seulement de 4 à 5. De 5, il n'y a aucun arc commençant de 5 et arrivé à une autre sommet. Donc, c'est 0 ici. Il n'y a pas une liste. Donc, de 6, il y a de 6 à 2. OK, c'est celle-là, la représentation par une liste. Maintenant, on va prendre un exercice, donc avec un graphe, un digraphe, c'est-à-dire un graphe orienté pour appliquer le théorème de l'air qu'on a déjà vu pour le graphe orienté parce qu'il reste le même, il n'y a pas une grande différence. On va voir ceci par des petits rappels, etc. Donc ici, on donne le graphe orienté G. On va voir le graphe maintenant tout de suite, suivant, qui indique les rues à sens unique. Donc, les graphes orientés, on peut trouver dans la situation de rue à sens unique d'une partie de ville. Donc, un fournisseur se prépare à livrer un produit à ses clients à partir de B, à partir d'une sommet B. Donc, voilà ceci le graphe. Donc, un livreur, il veut commencer de livrer un tel produit à partir de l'initiale B. La ville qu'il veut commencer, c'est CB. Donc, tout d'abord, il nous demande de compléter le tableau suivant. Donc, les D+, et les D-, quel est le graphe, l'ordre de sommet sortante et l'ordre de sommet entrante, etc. Donc, justifier que le graphe n'est pas eulérien. On va rappeler la notion de graphe eulérien, etc. Montrer qu'il est possible que le fournisseur passe une fois une seule par chaque rue en passant ou en partant par B. Donc, ceci, la notion de quoi? La notion d'un graphe eulérien. Si on passe par tous les rues une fois une seule, c'est la notion de graphe eulérien. Si on passe par tous les sommets une fois une seule, c'est la notion d'un graphe hamiltonien. Donc, le fournisseur peut-il revenir à son point de départ en passant une fois et une seule par chaque rue expliquée. Donc, 5 minutes pour essayer à la première question, juste la première question. Donc, voilà si vous avez ci-contre le graphe, juste la première question, complétez les tableaux suivants. Donc, il faut compléter pour tous les sommets A, B, C, D, E, F, K, les D+, et les D-. Puis, on va voir les autres questions. Donc, juste 3 minutes, s'il vous plaît. Merci.
Docteur, ils doivent compléter l'exercice, n'est-ce pas? Oui, donc juste la première question, juste compléter le tableau pour comprendre bien l'ordre de graphe des plus et des moins. On va le corriger ensemble après 2 minutes, donc juste 2 minutes, c'est pas difficile. Puis on va poursuivre ensemble le reste de l'exercice. D'accord, veuillez tout le monde compléter l'exercice suivant. Docteur, on n'arrive pas à voir l'écriture, si c'est possible. Donc c'est pas lisible ici. C'est pas lisible. Non. Ah bon, ok. Donc je vais faire agrandir un peu, peut-être. Pardon. Si c'est possible, docteur, car on n'arrive pas à voir. Puis on va le juste je vais agrandir maintenant, puis je veux le rectifier. Donc, on va compléter juste ici, vous avez le graphe, ce graphe-là, et on va compléter le tableau suivant, juste le D plus et les deux moins, seulement. Ok, tout le monde, complétez l'exercice suivant. Complétez le tableau suivant. A, B, C, D, E, F, G. Des plus, des moins. Justifiez que le graphe G n'est pas eulérien. C'est montrer qu'il est possible que le fournisseur passe une fois et une seule par chaque rue en partant de B. Donnez un exemple de trajet. Le fournisseur peut-il revenir à son point de départ en passant une fois et une seule par chaque rue? Expliquez ce cas-là. Donc, je pense qu'ils ont eu de 2 jusqu'à 5 minutes. Oui, 5-7 minutes pour réfléchir à tout l'exercice. Ok, ils ont déjà passé les 3 minutes. On va laisser 5 minutes de plus Ok, pour merci. compléter l'exercice. Veuillez, s'il vous plaît, compléter l'exercice et lever la main pour répondre ou bien écrire vos réponses sur le chat.
Donc, si vous voulez, et s'il n'y a pas est-ce qu'il y a des réponses? Sinon, on va passer à la solution. Y a-t-il des réponses Allez, tout le monde? concernant la première question A, pour compléter juste le tableau? On va commencer un par Allez, tout un. le monde? Vous pouvez Donc, soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. Ok, passez à la solution, docteur. OK. Donc, D plus de A. Donc, A, combien y a-t-il donc deux arcs sortants de A? On a dit D plus, c'est le nombre d'arcs sortantes. Et les D moins, le nombre d'arcs entrantes. Donc, les D plus, le nombre d'arcs sortantes de A. Combien y a-t-il d'arcs sortantes de A? Il y a une seule arc ici. C'est pour cela que vous trouvez normalement un ici. OK? Donc, D plus de B. Combien y a-t-il d'arcs sortantes de B? Il y a deux. Donc, deux arcs sortantes de B, donc deux ici. Et il y a une seule arc entrante à B, c'est un ici. Donc, combien y a-t-il d'arcs sortantes ici de C? Donc, il y a une seule arc sortante de C. Donc, ici, c'est 1. Et deux arcs entrantes à C. Donc, ici, c'est 2. Donc, de D, il y a une seule arc sortante de D, donc 1 ici. Et combien y a-t-il d'arcs combien il y a d'arcs entrantes à D? C'est 1 ici. E, pour E, il y a deux arcs sortantes et deux arcs entrantes. Donc, 2, 2. Pour F, il y a une arc entrante et une arc sortante. Donc, ici, pour F, donc pour K, il y a deux arcs sortantes et deux arcs entrantes. 2, 2. Donc, vous trouvez ici. Ici, la collection de D plus et de moins. Donc, juste une minute. Donc, pour ici, vous voyez mieux. Pour ici, vous voyez mieux la correction. Donc, ici, le graphe. Et ici, les D+, et les 2 moins. Il y a une arc sortante et une arc entrante. Ici, dans les B, il y a deux arcs sortantes et une entrante. C'est pour cela 2, 1. Pour le C, il y a une sortante et deux entrantes. Donc, pour les C, une, deux. Et pour les autres, le même pour les autres degrés. Donc, des plus et des moins. Le degré total de A, c'est égal à 2. Degré total, c'est-à-dire des plus de moins. 1 plus 1 égale à 2. Le degré total de B, 2 plus 1, c'est 3. OK? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, justifier que le graphe G n'est pas eulérien. On va justifier que le graphe G n'est pas eulérien. Ne pas eulérien, c'est-à-dire un cycle eulérien. On a dit dans le graphe orienté, dit graphe, on appelle cycle au lieu d'un circuit. OK? Un circuit et un cycle, un circuit. Donc, on appelle dans le graphe un cycle eulérien un graphe orienté connexe G, admet un cycle orienté eulérien si et seulement si pour tout sommet S de G, vous trouvez D plus égal à D moins. OK? Vous trouvez D plus égal à D moins. Est-ce qu'il y a une égalité ici pour tous les sommets D plus et D moins? Non. Pour B ici, il y a D plus de B et D moins de B. Ils sont différents. Ici 2, ici 1. Donc, notre graphe n'admet pas un circuit ou un cycle eulérien. OK? Donc, le graphe n'admet pas un cycle eulérien. Donc, ainsi, notre graphe G ou notre digraphe n'est pas eulérien. Maintenant, passons à la question suivante pour C. Ici, montrer qu'il est possible que le fournisseur passe une fois une seule par chaque rue en partant de B donc, et en arrivant à une autre sommet. Donc, donner un exemple de trajet, on va voir. Donc, il veut passer de B, par exemple, à C, de C à E, et de E à K, etc. De façon, il veut passer par tous les arêtes, par tous les arcs,
une fois une seule. Est-ce qu'il est possible? On va voir ceci par le théorème de l'air. On va rappeler que, je vous rappelle, juste ici, je veux agrandir ceci un peu. Donc, puis, je veux le découper. Donc, on va voir ici. Donc, juste, j'ai besoin de celle-là. On rappelle que pour un graphe, déjà, on a dit ça pour un graphe orienté, non orienté. On va voir la différence. Donc, pour un graphe non orienté, chaîne eulérienne, donc c'est un graphe G, admet une chaîne eulérienne, si et seulement si le graphe est connexe. Et D plus ici, donc chemin eulérien, donc 2 plus de S égale à D moins de S, sauf pour deux sommets. Donc, la différence pour le théorème de l'air pour un graphe orienté, donc un chemin eulérien, c'est pas chaîne ici, pardon, c'est un chemin eulérien. Si pour tous les sommets D plus égale à 2 moins, sauf pour deux sommets. Comment sauf pour deux sommets? D plus de A égale à D moins de A plus 1 et D plus de B égale à D moins de B moins 1. Sauf pour deux sommets, on va revenir de B. Donc ici, tous les sommets sont égaux ici. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, sauf deux sommets. Ici, deux sommets. Donc, de B et de C. Donc, de B, donc ici, D plus de B égale D moins 1, plus 1. Et 2C, donc 2C égale à D plus moins D moins 1. OK? Donc, ici, D plus, donc on revient pour le chemin eulérien. Pour le chemin eulérien, il y a égalité entre D plus et D moins, sauf pour deux sommets. D plus de A égale à D moins plus 1 et D plus de B égale à D moins 1. Je vous rappelle le théorème de l'air pour un graphe non orienté. Pour un graphe non orienté, le théorème de l'air pour une chaîne eulérienne, on a dit tous les degrés sont pairs, sauf pour deux sommets, doit être impair. Ici, pour un chemin eulérien, tous les degrés sont égaux, de plus et de moins, sauf pour deux sommets, D plus égale à D moins plus 1 et D plus égale à D moins moins 1. Une D moins plus 1 et l'autre D moins 1. Donc, dans ce cas, la chaîne ou ce chemin est eulérien et d'origine A et d'extrémité B. L'origine, c'est ici où vous avez les plus 1 et l'extrémité où vous avez les moins 1. OK? Donc, ici, on a D plus de X égale à D moins de X pour tous les sommets. Pourtant, on a pour le sommet B et pour le sommet C, on a D plus de B égale à D moins de B plus 1. Et on a D plus de C égale à D moins de C plus moins 1, comme vous voyez ici dans le tableau pour le B et pour le C. Donc, pour le B ici, vous avez D plus de B égale D plus de B, de moins de B plus 1 et 2 plus de C égale à 2 moins de D de C moins 1. Donc, c'est-à-dire l'initiale c'est B et l'extrémité finale c'est C. Donc, il y a un chemin eulérien. Donc, alors le graphe G admet un chemin eulérien ou une chaîne orientée. On dit un chemin eulérien directement ou une chaîne orientée eulérienne. On ajoute le mot orienté. Donc, une chaîne orientée eulérienne, ceci implique ou tout simplement un chemin eulérien. Un chemin, oui, eulérien. Ceci implique que le fournisseur peut passer une fois, une seule, par chaque rue en passant de B et finissant par C. Et vous voilà ici des... pardon. Donc, voilà ici des trajets qu'on peut le prendre ici, allant de B et donc de B à K. Donc, attendez, juste pour puisse me suivre ici. Donc, OK, ici. Il faut passer par tous les sommets, par tous les arêtes ou par tous les arcs, une fois une seule. Donc, ici, de plus à moins, donc de B à C. On va commencer de B à C. Donc, ici, de B à K, de K à F, de F à E,
de E à K, de K à A, de A à B, de B à C, de C à E, de C à E, de E à D et de D à C. On a déjà poursuivre tous les arrêts. Encore, on a un autre chemin. Donc, de B, allons de B à K, de K à A, de A à B, de B à C, de C à E, de E à K, de K à F, de F à E, de E à D, de D à C. Ici, on a parcourir tous les arcs. On a encore un autre chemin. Donc, de B maintenant à K, toujours à K, parce que le seul sortant, donc de B à K, mais de K maintenant à F, de K à F, de F à E, de E à D, de D à C, de C à E, de E à K, de K à A, de A à B et de B à C. Et de cette façon, on a parcourir tous les arrêts. Si vous voulez le répéter, vous prenez un autre stylo ou un crayon d'autre couleur et vous parcourir ce chemin et vous voyez que vous avez parcouru tous les arcs une fois une seule. Et il n'y a pas un seul chemin. Vous trouvez ici, par exemple, 3 chemins différents. Donc, maintenant, on revient à l'exercice, la question précédente. La question suivante. Donc, le fournisseur maintenant peut-il revenir à son point de départ? Est-ce qu'il peut commencer par B et revenir à B? Est-ce qu'il, donc le fournisseur, il commence par sa maison, par exemple, sa ville, sa maison, ici, il veut commencer par cette ville B et revenir à son point de départ et revenir à B. De façon, en passant une fois une seule par chaque rue. Ne revenir pas à une rue deux fois, une seule par chaque rue. Est-ce qu'il est possible ou non? On va expliquer ça. Est-ce qu'il est possible ou non? Donc, ici, le fournisseur ne peut pas. Donc, ne peut pas jamais revenir à son point de départ en sortant une fois une seule par chaque rue, car le graphe n'admet pas un cycle eulérien. Parce qu'on a dit déjà, notre graphe, dès les débuts, n'admet pas un circuit ou un cycle orienté eulérien. On dit un cycle orienté eulérien ou un circuit eulérien. Il n'admet pas un circuit eulérien. OK? Donc, passons maintenant à la question suivante. On revient à l'exercice. OK. Donc, on est arrivé à la question D. Maintenant, deuxièmement, donner la matrice M associée à ce graphe. Donc, il faut donner la matrice M associée à ce graphe. Donc, ici, comme on a déjà dit comment on représente la matrice, toujours, je veux mettre ici le graphe pour que vous puissiez me suivre. Donc, la matrice d'adjacence associée à ce graphe. Donc, ici, les sommets sont en ordre A, B, C, D, E, F, K. OK? Donc, de A à B, est-ce qu'il y a de A à A, c'est 0. De A à B, c'est 1. Pour les autres, tous sont 0. Il y a seulement sortant de A à B. Donc, c'est pour cela que vous trouvez un 1 ici. Maintenant, de B, allons de B à l'autre sommet. De B, il y a de B à K et de B à C. De B à C, voilà. Et de B à K, voilà un 1. Et les autres sont des 0. Maintenant, de C, les arcs sortantes de C. Il y a seulement de C à E. OK? Il y a de C à E et les autres sont 0. Donc, de C, il y a ici, les autres sont 0, seulement de C à E, voilà. Maintenant, de D. De D, où est le D? OK. Il y a une seule, de même, il y a une seule arc sortante de D à C. C'est pour cela, de D à C ici, c'est 1. Et les autres sont des 0. Et de D, donc de E maintenant, de E, il y a 2 arcs sortantes, de E à D et de E à K. Voilà, de E à D et de E à K. Dans le D1 et dans le K1. Et tous les autres sont des 0. Maintenant, pour le E, donc pour le E, il y a
E. Et pour le F, pour le F, il y a une seule arc sortante, AE. Voilà, ici AE. Et pour le K, il y a deux arcs sortantes pour le K, deux arcs sortantes, AA et AF. AA, c'est 1 et AF, c'est 1. OK? Juste, je vais vous mettre ici, donc c'est simple le remplissage de la matrice. Donc, c'est pas difficile. Je veux faire agrandir un peu pour vous me suivre ici. Donc, juste ici, une remarque. La matrice associée à un graphe orienté, comme on a dit, n'est pas symétrique. D plus de C, c'est égal à la somme des termes de la jème colonne de la matrice associée. Et D moins de C est égal à la somme de termes de la ième ligne de la matrice associée à ce graphe. Maintenant, on va passer à la troisième question. On revient ici à la troisième question. Quel est le troisième? OK. Donc, on donne ici les matrices m carré, m à la puissance 3 et m à la puissance 4 suivants. Donc, vous avez ici m carré, m3, m4, donc donné par l'exercice. Justifiez qu'il y a un seul ou une seule chaîne de longueur 4 joignant la sommet D au sommet A. Donc, justifiez qu'il y a une seule chaîne de longueur 4. Le longueur, on lit ici le longueur de la puissance, dans la puissance. Donc, c'est ici m au carré pour chercher les chaînes ou le chemin de longueur 2. Ici, m à la puissance 3 pour chercher le chemin de longueur 3. Pour m à la puissance 4, pour chercher le chemin de longueur 4. Donc, je veux lire dans cette matrice. Ces deux matrices ne m'intéressent pas. Donc, dans cette matrice, on va justifier la longueur 4 joignant de quoi? De D à A. De D. Donc, A, B, C, D. OK, ici, de D à A. Dans la quatrième colonne, ligne, première colonne. Quatrième ligne, première colonne, 1. Il y a un 1 ici, c'est-à-dire il y a une seule chemin ou un seul chemin de longueur 4 passant de D arrivé à A. OK? Donc, ici, vous trouvez la réponse ici. Le plus petit entier naturel n supérieur ou égal à 1, tel que le terme n de m à la puissance n est non nul et n égale à 4, la puissance c'est la longueur. Dans ce cas, le terme de la distance 4 de m à la puissance 4, c'est m égale à 1, comme on a dit. Donc, il y a une seule chaîne de degré 4 de D à A ou de longueur 4. Donc, maintenant, déterminer cette chaîne, on va déterminer cette chaîne de D à A. Donc, de D à A. Donc, toujours vous rappelle de graphe ici. Donc, de D à A. On va passer de D à A. Donc, de D à C, de C à E, de E à K et de K à A. Donc, c'est une chaîne. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 arcs pour aller de 2 à A. Donc, c'est la longueur 4. Il y a une seule. Il n'existe pas aucune autre. Donc, je peux passer de D à C seulement de D à D. Donc, je veux passer seulement à C. Puis, seulement à E, parce qu'il n'y a pas une autre. Puis, seulement à K, parce qu'il n'y a pas une autre. Puis, seulement à A. Donc, il y a une seule chaîne ou une seule chaîne orientée ou un seul schéma pour passer de D à A. OK? Donc, ceci pour la première partie de l'exercice. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Maintenant, on va faire à l'envers. Soit la matrice, donc on va l'agrandir un peu pour vous me permettre de suivre. OK? Donc, soit la matrice suivante, associée à un graphe G', OK, non orienté, qui représente une autre zone de la ville. Maintenant, déterminer le graphe, on va travailler à l'envers.
vous déterminez les graphes G' à partir de la matrice. OK? C'est un graphe non orienté. Il n'y a pas d'orientation. On va comparer entre cette partie de graphe non orienté et la partie précédente de graphe orienté. Donc, le graphe G' est-il eulérien? Montrez que G' admet une chaîne eulérienne. Déterminez une chaîne eulérienne de G'. Donc, docteur Malak, juste 5 minutes pour nos chers étudiants réfléchir à cette deuxième partie de l'exercice. C'est une autre partie. Donc, maintenant, on va étudier, on va rappeler à partir de cet exercice la partie de graphe non orienté. 5 minutes. Père, vous avez de 2 jusqu'à 5 minutes pour compléter la deuxième partie de l'exercice. Donc, l'exercice dit soit la matrice de ce graphe associée à un graphe G non orienté qui représente une autre zone de la ville. 1. Dessiner. La première demande est de dessiner le graphe G, G virgule, qui fait QRST. La deuxième demande, B, est que le graphe G virgule est-il eulérien? C. Montrer que G virgule admet une chaîne eulérienne. D. Déterminer une chaîne eulérienne de G virgule. Donc, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice.
Donc, si vous voulez, on va passer à la correction. S'il y a des réponses, donc je vous écoute. Sinon, on va passer à la correction de la deuxième partie de l'exercice. Donc, on va passer à la correction ensemble. Donc, ici, il nous donne la matrice. Donc, ceci, la matrice. Et pardon, on va à l'envers maintenant tracer le graphe G'. Nous, on va tracer le graphe G'. Donc, OK. Donc, ceci, le graphe G'. Il a dit notre graphe n'est pas orienté. Donc, ceci, le graphe G'. Donc, de P à R1, de R à P1, de R à Q1, de Q à P1, etc., de Q à S et de S à T, il y a un 1, de T à Q, c'est 0, de T à R, 0, de T à P, 0, etc. Donc, ceci, le graphe, il est simple de présenter le graphe. Maintenant, la question est la suivante. Donc, on a dessiné le graphe. Le graphe G est-il eulérien? Et puis, montrer que G' admet une chaîne eulérienne et déterminer cette chaîne eulérienne. Maintenant, notre graphe est-il eulérien? C'est-à-dire, est-ce qu'il admet un cycle eulérien? Il faut compter le degré de notre sommet, de nos sommets. Donc, le degré de P, ici, égal à 2. Le degré de Q égale à 3, le degré de R égale à 2, le degré de S égale à 2, le degré de T égale à 1. Donc, pour que notre graphe soit eulérien, c'est-à-dire admet un cycle eulérien, il faut tout le degré son pair. Or, ici, on a tous les degrés son pair sauf 2 sont impairs. Donc, notre graphe n'est pas eulérien, n'admet pas un cycle eulérien. Maintenant, est-ce qu'elle admet une chaîne eulérienne? Oui, effectivement, oui, parce que tous les degrés sont pairs, sauf pour deux sommets sont impairs. Sauf pour le Q, ici, le degré c'est 3, et pour le T, le degré c'est 1. Donc, tous les degrés sont pairs, sauf pour deux sommets sont de degrés impairs, 3 et 1. Donc, ou bien la chaîne, ou bien commencer par Q et arriver à 1, à T, ou bien commencer par T et arriver à Q. Il a nous demandé de déterminer une chaîne eulérienne, de passer de Q, donc c'est-à-dire quoi? Passer par tous les arrêts. Commencer par Q, par exemple, de Q à P, de P à R, de R à Q, et de Q à S, et de S à T. OK? Donc, ceci, c'est une chaîne eulérienne. Donc, voilà, de T à S, de S à Q, de Q à P, et de P à R, et de R à Q. Donc, admis une chaîne eulérienne d'extrémité Q ou bien T et qui sont de degrés impairs, soit la suivante. Donc, ceci pour le graphe orienté et pour le graphe non orienté. Maintenant, on va passer à une autre catégorie de graphes, sont les arbres. On a déjà défini un peu dans l'autre lecture, on a déjà défini un peu les arbres. On va répéter la définition, je vous rappelle la définition, et on va étudier l'arbre et l'arborescence, c'est-à-dire comment je peux déterminer une arbre couvrante. Non pas seulement une arbre couvrante, mais une arbre couvrante maintenant minimale. Pour déterminer une arbre couvrante minimale, il faut définir les graphes valués. Donc, commençons par l'arbre et l'arborescence. Les arbres, on va, dans cette lecture, juste définir les arbres et arbres couvrants. Puis, dans la prochaine lecture, Inch'Allah, on va étudier l'arbre couvrant minimal et comment le plus court chemin, etc. Donc, les arbres et l'arborescence sont de graphes particuliers très souvent utilisés en informatique pour représenter des données. Étant donné un graphe non orienté comporte n sommets, les propriétés suivantes sont équivalentes pour caractériser un arbre. On a défini un arbre si G est connexe et son cycle, c'est un arbre. G est son cycle et possède n-1 arêtes, c'est un arbre. G est connexe et admet n-1 arêtes, aussi c'est un arbre. G est son cycle. Et en ajoutant une arête ou créant
et un seul cycle élémentaire, G est connexe et en supprimant une arête quelconque, il n'est plus, devient connexe, donc c'est un arbre. Et il existe une chaîne et une seule entre deux sommets quelconques de G, c'est un arbre. OK? Donc, entre deux sommets quelconques, il existe une chaîne, c'est-à-dire c'est un arbre. Donc, ceci, c'est la caractérisation des arbres. Donc, par exemple, c'est un arbre. Par exemple, le graphe suivant, c'est un arbre. Donc, aller de A à B, donc de B à D, de D B à C, donc de C à E, de A à G. Donc, il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. Je ne peux pas aller de A et revenir à A. C'est un graphe connexe, mais il n'admet pas un cycle. Il n'y a pas de cycle. Je peux aller de A à F, par exemple, pas en utilisant n'importe quel chemin, mais il n'y a pas de cycle. OK, sans cycle. Donc, on appelle forêt, déjà on a défini ceci, on appelle forêt un graphe dont chaque composante connexe est un arbre. Chaque composante, par exemple ceci, c'est un forêt, donc chaque composante connexe, c'est un arbre. Maintenant, on va définir l'arbre couvrant. Un arbre couvrant. Un arbre couvrant, aussi appelé arbre maximal, c'est un arbre partiel qui est aussi un arbre. Ceci, l'arbre, tout l'arbre. Donc, de 1, de 2 à 3, de 1 à 3 à 4 à 5, de 5 à 1, etc. Donc, je ne peux pas aller. Donc c'est un graphe G, c'est pas un arbre. Pourquoi ce n'est pas un arbre? Parce que c'est un cycle ici. De 1 à 4 et 4 à 5, de 5 à 1. C'est un cycle. De 1 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 1, c'est un cycle. OK? Par exemple, de 3 à 1, de 1 à 4 et à 4 à 3, je reviens à 3, c'est un cycle. OK? Ceci, c'est un graphe G. Mais ce n'est pas un arbre. Maintenant, on va déterminer à partir de ce graphe-là un arbre couvrant. Un arbre couvrant, c'est-à-dire appelé arbre maximal. On va déterminer un graphe partiel et arbre de ce graphe-là. OK? Par exemple, l'arbre couvrant ici, donc, est le suivant. Donc, de 2 à 3, de 1 à 3, de 1 à 5, et ici, le 4. On a enlevé l'arc entre 1 et 4 et 4 à 5. Entre 1 et 4 et 4 à 5 pour ne devient pas un cycle ici. Parce que vous avez ici un cycle, ici un cycle. Donc, si j'enlève cette-là et cette-là, je détermine un arbre couvrant. OK? Donc, ceci, c'est un arbre couvrant. On va déterminer, on va apprendre à partir des algorithmes bien étudiés, l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prim, comment on peut déterminer un arbre couvrant minimal. Un arbre couvrant minimal. Avant de passer à ça, on va étudier tout d'abord le graphe valué. Comment je peux déterminer un graphe valué? Définir un graphe valué. Comme définition, soit G, comme toujours, définir par sommet et arc, un graphe orienté ou non orienté, c'est kiff-kiff. On définit que G est valué lorsque quoi? Lorsqu'il est menu d'une application. Une application V de A à R. XY associe VXY, qui sera appelée valuation. Donc, on va donner à notre graphe une valuation. On notera G maintenant, S, A, et on va ajouter le V, la valuation. Un graphe valué, on peut éteindre la valuation en une fonction. La valuation, donc, c'est une valeur. Elle peut prendre une valeur, donc VXY, si XY appartenant à A. Bien sûr, s'il existe une arc ou arête entre X et Y. Donc, vous trouvez la valeur, donc ici. Et s'il n'y a pas un arc entre X et Y, si vous trouvez l'infini, parce qu'il n'y a pas. Dans le cas où le graphe n'est pas valué, on contient que VXY égale à 1. Si vous ne trouvez pas une valeur sur un arc ou une arête, c'est-à-dire c'est 1 ici. Donc, je vous montre des exemples. Voilà des exemples. Je veux faire agrandir ceci. Donc, ceci des exemples. Pardon, ici. Donc, ceci des exemples. Donc, entre 1 et 2, la valeur, c'est 15.
Par exemple, la valeur comme quoi? Comme des kilomètres, par exemple. Pour aller d'une ville 1 à la ville 2, il faut, par exemple, 15 kilomètres. Pour aller de la ville, je ne sais pas, 5 à la ville 3, il faut 7 kilomètres. Ou vous pouvez 7 minutes, par exemple. Donc, il prend une valeur. C'est pour cela notre graphe devient valué. C'est ça la définition. Donc, entre 5 et 3, il y a 7. Et comme elle peut être positive, comme elle peut être négative. Elle peut être négative comme un coup, par exemple. Un coup peut être négatif. OK? Donc, c'est pour cela on peut trouver des valeurs négatives comme des valeurs positives. Ceci est l'exemple d'un graphe valué. Donc d'un graphe valué déjà ici. Et comme cette définition, soit C, X, Y, un chemin. Maintenant, le chemin, on va le représenter par C, dont G, du sommet X vers la sommet Y. L'évaluation de poids de chemin C, X, Y est V, la somme de valeurs, de valuation. Donc, la valuation d'un chemin ne contenant pas d'arc, donc équivaut à la longueur égale à 0, est égale à 0. Et l'évaluation d'un chemin ne comportant pas d'arc, donc c'est égal à, de même, égal à 0. Donc, ceci pour les arcs, les graphes orientés et les graphes non orientés. Juste, on va terminer par cette remarque. Donc, le nombre réel, donc je veux faire agrandir un peu. Donc, le nombre réel associé à chaque arc peut représenter bien autre chose qu'une longueur au sens géométrique de terme. Par exemple, comme on a dit, un temps, un coup, c'est-à-dire c'est pour cela vous trouvez négatif ou positif. C'est pourquoi il peut être négatif. Dans certains ouvrages, on utilise le mot poids plutôt que longueur. C'est un poids, donc temps, coup, kilomètre, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs significations pour ces valeurs-là. OK? Donc, c'est ça pour ceci pour les graphes valués. Pour les prochaines séances ou pour les prochaines lectures, Inch'Allah, on va déterminer des graphes couvrant minimal avec un poids minimal. Donc, en partant d'un graphe, ce n'est pas un arbre, un graphe quelconque, on va déterminer non pas seulement un arbre, mais un arbre couvrant qui couvre tout le graphe et minimal, avec un point minimal. Puis, on va étudier, déterminer les plus courts chemins. Il y a des algorithmes pour déterminer un plus court chemin. Donc, ceci est très, très important. Pourquoi? Parce que parfois, vous traversez d'une ville à une autre ville, vous cherchez le plus court chemin. Le plus court chemin, quel que soit en kilomètres, ou par exemple, vous pouvez en temps. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans le GPS. Donc, le GPS, il utilise ces algorithmes qu'on va l'étudier, ce qu'on appelle l'algorithme de Dijkstra. On va étudier l'algorithme de Dijkstra, Ford et Floyd. Et encore pour déterminer l'arc recouvrant minimal, l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime. Ceci au cours de deux prochaines lectures, Inch'Allah. Donc, finalement, merci pour votre attention pour cette lecture. Donc, Dr Malak, on a terminé cette lecture. Donc, y a-t-il des questions? La parole à vous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ne soyez pas timide, docteur Jihan est à votre disposition. Toutes sortes de questions. Dans le cours d'aujourd'hui, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, OK? merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions, docteur, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, merci pour vous, Dr Malek. Merci pour nos chers étudiants pour la participation.
Donc, j'espère que vous, les prochaines séances, essayez de me suivre plus et de poser les questions parce qu'ils sont très importants. Et je répète, la théorie de graphe, elle a plusieurs applications et vous l'utilisez dans vos parcours, quel que soit académique ou professionnel. Donc, même dans votre vie générale. Donc, elle est très utilisable et elle est très utile dans vos parcours. Et déjà, on a vu plusieurs exemples où on a résoudre en utilisant la théorie de graphe, quel que soit dans des réseaux informatiques, électroniques, dans la vie quotidienne, etc. Donc, c'est pour cela, elle est très importante, la théorie de graphe. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Merci, Dr. Malek, encore à vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée et merci encore. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants d'avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi, à 14 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes, encore le site web. Merci à vous tous. On se verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec nos deux formations, l'anglais des affaires et également les réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Wow.